Mesdames, Messieurs, les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, les ambassadeurs, chers amis, d'abord, comme Laurent Fabius vient de le souligner, et comme me le faisait remarquer Leïla Aïchi, que je salue également parce qu'elle était également à l'initiative de cette rencontre, je me sens dans un univers bienveillant simplement parce que ce qui fait souvent si défaut à notre société, c'est la vision du long terme, tant nous sommes happés par le court terme, et je sais que les militaires, en général, ont cette vision dont nous avons si cruellement besoin. Et je pense qu'il n'est pas forcément besoin de vous rappeler, mais probablement vous le sentez, qu'il n'est pas exclu que rapidement la question écologique ou la question climatique, au bout du compte, pour beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants, celle de la survie, finissent par devenir angoissantes au point qu'elles supplantent la question sociale. Et je pense que chacun peut comprendre que personne, dans un monde que nous avons voulu ou que nous avons subi connecté, relié, et d'ailleurs c'est un paradoxe de notre époque, jamais le monde n'a été aussi rapproché, relié et connecté, jamais il n'a été aussi fragmenté, parce que dans cette connexion, les contrastes deviennent excessivement visibles. Et chacun peut comprendre que la crise climatique ajoute de l'inégalité à l'inégalité, de la souffrance à la souffrance, de la misère à la misère, de l'injustice à l'injustice. Et dans un monde qui s'observe maintenant, eh bien, vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Et je dis ça d'emblée parce que chacun doit comprendre que les conséquences des changements climatiques qui sont déjà à l'œuvre, et Laurent Fabius le rappelait, ce sont des millions de personnes qui sont contraintes à l'exode chaque année. Eh bien, dans ce monde qui s'observe, c'est une injustice supplémentaire, peut-être celle de trop, parce qu'elle frappe des populations qui sont déjà en situation de vulnérabilité, qui subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué et qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas, en général, bénéficié. Et donc, avons-nous besoin d'être de grands stratèges pour dire que dans ce monde justement connecté, je rappelle qu'en Afrique, en 10 ans, 800 millions de portables, autant d'ordinateurs, chacun s'observe. Pouvons-nous imaginer que certains puissent continuer à aspirer à la paix et à la prospérité en faisant en sorte qu'une grande partie du monde doive rester dans une situation de passivité? Non, la paix sera pour tous ou elle ne sera pour personne. Et je tenais d'emblée à rappeler ce point-là. Cette conférence, semble-t-il, et c'est tant mieux, est une première puisque c'est la première fois, comme l'a souligné Laurent Fabius, que des ministres et des hauts responsables de la défense de pays très divers se réunissent sur le thème du climat, et personnellement je m'en réjouis, non pas parce qu'il faut charger la menace, mais parce que si on considère encore que c'est un simple sujet environnemental avec de simples conséquences environnementales, nous ajournerons encore une fois la mutation, et pendant ce temps, nous livrerons en pâture au désarroi, à l'exode et à la souffrance, toujours les mêmes. Cela peut surprendre, mais en réalité, cela ressort clairement, effectivement, du propos du ministre des Affaires étrangères, que parler du climat ici n'est paradoxal qu'en apparence, et on peut même dire que dans la proximité de la conférence de Paris, cette réunion, me semble-t-il, s'imposait et elle arrive au bon moment. D'abord parce qu'à moins de 7 semaines de la COP21, jamais la mobilisation, et c'est un élément positif, d'autant qu'elle est dans une forme de sincérité, ce qui est probablement aussi nouveau, jamais la mobilisation sur le climat n'a été aussi forte. Politique, entreprises, régions, villes, partenaires sociaux, les ONG, les artistes, les autorités morales et religieuses, je pense y avoir un tout petit peu contribué
et je m'en réjouis parce que nous traversons aussi une profonde crise de civilisation, et c'est important de ne pas l'ignorer. Et puis, surtout, des citoyens. La famille humaine est enfin mobilisée parce qu'elle a conscience qu'au-delà de nos différences se joue notre propre destin. Mais ce qui aurait pu paraître incongru ou étrange, c'est que les armées et les ministres qui les dirigent puissent rester en marge de cet enjeu et que cette distance puisse paraître comme une forme d'ignorance ou d'indifférence, ce qui n'était évidemment pas le cas, car il allait de soi que les militaires et leurs ministres devaient également se saisir, et certains l'ont fait sans attendre cette réunion, du dossier climatique et faire entendre leur voix avant la conférence de Paris, parce que, en fonction de l'ambition collective qui jaillira ou pas à Paris, vous risquez d'être les récipiendaires d'une reddition ou, au contraire, les bénéficiaires, ce que je souhaite et ce pourquoi nous nous battons avec Laurent Fabius, d'une ambition collective. Merci encore également à Jean-Yves Le Drian, qui a très vite fait sienne la proposition justement de Laïla Hachi d'organiser cette réunion. Cette conférence va de soi parce que ce lien entre le dérèglement climatique et les questions de sécurité pouvait sembler, il y a encore quelques décennies, quelque chose de pas évident. Et même si encore aujourd'hui, on n'en a pas forcément mesuré tous les impacts et toutes les conséquences. Mais rendons à chacun ce qui est dû, et je peux en témoigner. C'est bien du milieu militaire, et j'en ai fait l'expérience lorsque j'ai été à Washington, où est-ce que j'ai rencontré aux États-Unis les plus climato-conscients? Eh bien, curieusement, en tout cas je m'en suis étonné à l'époque, ce sont bien les militaires américains qui ont donné cette impulsion. Ils se sont mis au travail il y a une vingtaine d'années, puisque, comme on le rappelait à l'instant, cette vision du court terme est propre au milieu militaire. Et ils en ont tiré les conséquences, et le changement climatique est considéré, depuis 2010, comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Je parle des États-Unis parce que ça ne paraît pas évident que, dans cette enceinte du Pentagone, ce sujet puisse être aussi bien pris en compte. Mais aujourd'hui, les militaires américains ne sont sans doute pas les seuls climato-conscients du monde. Nos amis britanniques ont aussi pleinement intégré le changement climatique dans leur doctrine militaire. Le lien entre le climat et la sécurité s'est peu à peu, au fil du temps, imposé pour les gouvernements, les Nations unies. Et d'ailleurs, je salue la présence du programme des Nations unies pour l'environnement à cette conférence, et évidemment tous les chercheurs qui nous éclairent et dont le diagnostic permet enfin à la communauté internationale de partager une vision. Pour ce qui est de la France, ici quand même, reconnaissons que des travaux ont déjà vu le jour, et parmi eux, pardon, je suis toujours obligé de me tourner vers elle, mais cet excellent livre, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas fait, le livre vert de la défense, publié à l'initiative de Laïla Hachi, et l'étude très documentée de l'IRIS sur les conséquences du dérèglement climatique pour le ministère de la Défense. Le risque de voir le dérèglement climatique provoquer et aggraver les conflits est désormais pleinement intégré par les autorités françaises. Et d'ailleurs, ce thème revient régulièrement dans les interventions de notre propre président, de Laurent Fabius. Et beaucoup n'ont pas attendu ce matin pour le souligner et faire une relation de cause à effet. J'ai lu récemment dans une revue de la Défense nationale que tout le monde ne partageait pas ce même point de vue sur les relations de cause à effet entre le changement climatique et un certain nombre de conflits, mais il est nécessaire d'être prudent, de ne pas mettre tout sur le dos des changements climatiques. Mais enfin, on peut comprendre que dans un monde qui est déjà excessivement tendu, quelques étincelles supplémentaires provoquées par le basculement climatique, franchement, on s'en serait bien passé. Le changement climatique n'est pas toujours le facteur déclenchant, mais peut-être simplement un facteur aggravant. Et malheureusement, l'histoire récente en fourmille d'exemples excessivement tragiques. De même qu'il y a de moins en moins de climato-sceptiques,
sauf hélas, mais je dirais que c'est plus parfois par posture politique que par véritable conviction personnelle, sauf hélas dans un grand pays dont nous avons pourtant absolument besoin. Mais il y a de moins en moins de voix, notamment de voix officielles, je dirais même que je n'en connais plus, pour douter que le climat soit un facteur au minimum aggravant et, dans certains cas, déclenchant des crises dans le monde déjà fort troublé qui est le nôtre. Mais l'essentiel est là. Si nous ne maîtrisons pas très vite, et les mots doivent avoir un sens quand on dit très vite, c'est maintenant, parce que la fenêtre d'opportunité entre ce que nous pouvons faire et ne pas faire, parce que ce qui se joue à Paris, c'est l'irréversibilité des phénomènes et l'irréversibilité des conséquences. Donc, ce n'est pas demain que nous devons engager la mutation, mais c'est bien à Paris. Si inversement, parce que nous pouvons aussi avoir une lecture positive, nous sommes enfin à la hauteur de notre responsabilité et parvenons à l'accord ambitieux dont parlait Laurent Fabius avec les 3 critères qu'il a lui-même soulignés. Si nous entrons très vite dans une vraie transition énergétique, mais le mot est probablement trop faible, une transition, je dirais, en profondeur d'un modèle économique qui jusqu'à présent était un modèle qui détruisait plutôt que de protéger et qui concentrait plutôt que de partager, je reste convaincu que nous irons vers un monde apaisé, pacifié, où la plupart des sources de conflits habituelles auront disparu ou en tout cas, au minimum, auront été fortement atténuées. Je ne vais pas développer les sujets de fond devant des ministres et des experts beaucoup plus compétents que moi ce matin, mais vous venez d'entendre Laurent Fabius, vous entendrez Jean-Yves Le Drian ce soir, et ils vous donneront, Laurent Fabius l'a déjà fait, leur propre vision des choses. Mais simplement rappeler, le changement climatique accroît la pression sur les ressources naturelles. Je dirais qu'il ajoute de la rareté à la rareté, et chacun peut comprendre que plus la rareté s'exprime, s'impose, se manifeste, évidemment, plus la compétition est exacerbée, et en général, c'est rarement dans un climat évidemment pacifique. Deuxièmement, le changement climatique accroît les menaces sur les zones urbaines et sur les infrastructures. Inutile de vous faire un dessin sur le nombre d'infrastructures, les conséquences humaines et économiques menacées, notamment par la montée des eaux. En plus, le changement climatique, comme Laurent Fabius l'a souligné, mais c'est quand même important de le garder à l'esprit, provoque d'ores et déjà, parce que ça n'est pas une prospective, c'est une réalité, le déplacement interne et parfois des migrations internationales, non pas de milliers de personnes, mais chaque année de plusieurs dizaines de millions de personnes, selon les chiffres, 3 fois plus que ceux que l'on appelle les réfugiés liés au conflit. Le changement climatique est également un générateur de criminalité transnationale. Lorsque la pression, évidemment, sur les ressources s'accroît, en conséquence des modifications sur le climat, lorsque des populations perdent leurs simples moyens de subsistance, avec notamment la désertification accélérée par les changements climatiques et la disparition des ressources marines, lorsque les États fragilisés n'ont plus les moyens de faire respecter la loi, eh bien, les mafias, les trafiquants d'opium en Afghanistan et les pirates en Somalie deviennent tout simplement des opérateurs économiques de premier plan avec tout le potentiel de violence et de déstabilisation de l'économie criminelle. Le changement climatique aussi ouvre de nouvelles voies de communication et enfin est un enjeu militaire. L'exemple le plus probant, que j'hésite même à vous livrer, mais que chacun connaît, et d'ailleurs nous allons nous y rendre avec le président de la République dans 48 heures, c'est celui de l'Arctique, avec le risque réel de militarisation de ces espaces fragiles jusqu'à présent épargnés par notre cupidité et par notre avidité. Je n'y insiste pas plus dans le détail. Certes, les experts débattent du degré de causalité entre le changement climatique et les tensions géopolitiques. Oui, la chaîne d'impact est difficile à établir, soyons prudents,
Mais il me semble assez manifeste que le changement climatique et les phénomènes climatiques extrêmes, qui malheureusement se multiplient, qui est le thème de notre deuxième table ronde, jouent au minimum, et c'est un euphémisme, un facteur aggravant et parfois déclencheur de nombreux conflits. Tout permet de penser que ce sera de plus en plus le cas à l'avenir, surtout si nous ne parvenions pas à conclure en décembre un accord ambitieux, car je rappelle qu'une élévation de 4 ou 5 degrés de température d'ici 2100 aurait pour effet de rendre des régions entières inhabitables et improductives, et comme l'a évoqué Laurent Fabius, les déplacés ne se compteraient plus en dizaines de millions, mais bien en centaines de millions. Inversement, le succès de la négociation sur le climat, un effort important d'adaptation au nord comme au sud, et cet critère de l'adaptation et de l'aide à l'adaptation. Si nous répondons enfin à cette exigence légitime, mais 100 fois déçue, des pays impactés par les changements climatiques qui nous demandent notre aide, et si nous le faisons dans la transparence et dans la vérité, ce sera également un facteur d'apaisement. Un monde qui aura largement renoncé aux énergies fossiles, au profit d'énergies renouvelables inépuisables et à terme gratuites, sera un monde plus juste et moins dangereux. Quand, parce que les changements climatiques nous auront contraints à développer massivement des énergies renouvelables et auront donné la capacité aux États, petits, faibles ou puissants, de produire dans leurs frontières leur propre énergie à partir de sources d'énergie qui, à terme, sont gratuites parce que le vent, le soleil, la biomasse sont gratuites, vous allez rétablir également l'équité du monde. Enfin, un monde qui saura réhabiliter ses sols, parce que pour lutter contre les changements climatiques, nous devrons réhabiliter les sols et lutter contre la désertification. C'est un monde qui donnera la possibilité à des populations de rester dans leur territoire d'origine. Et je veux ici, et j'étais à Ankara hier, soutenir la Convention des Nations Unies sur la désertification. La lutte contre la désertification et la lutte contre les changements climatiques sont indissociables. Et si la communauté internationale soutient autant les deux conventions, eh bien ce sera également un facteur de paix. Le climat est aujourd'hui un facteur majeur d'instabilité. Il réclame non seulement l'attention des gouvernements, des militaires et des stratèges, mais il attend surtout des réponses articulées qui combinent atténuation, adaptation et prévention des conflits. Il ne s'agit pas de verser dans le catastrophisme, car il n'y a, pour l'heure, aucune fatalité. Quelqu'un disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes. » Mais retournons cela. Ça veut dire que nous avons encore notre destin en main. Nous ne pourrons être assis à la table des conséquences que simplement le jour où nous aurons laissé passer cette capacité que nous avons de décider de notre propre avenir. Mais notre avenir ne se joue pas dans des temps lointains. Nous allons décider ensemble, collectivement, à Paris, ou de subir l'histoire, ou d'écrire l'histoire. Merci beaucoup.